37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites que vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice. Le procès Barbie. Isieux, cache heureuse. Plantée sur une crête, cette lourde bâtisse était accueillante et rassurante. Une vaste salle à manger, des chambres dortoirs, une pièce école, une lingerie, une infirmerie, de multiples recoins, des dépendances, une terrasse, des lieux de jeu uniques. Les enfants venaient de quitter le lit encore chaud de leur corps. Les uns ensommeillés s'étaient habillés lentement, les autres avaient sauté dans leurs vêtements et couru vers la salle à manger. De la chambre des filles partaient des éclats de rire. L'immense maison résonnait de leurs voix, de leurs appels, de leurs murmures. Les retardataires se pressaient. C'était le jeudi 6 avril 1944. Des hommes entrèrent, ombre maléfique. Léa, la monitrice, comprit. 3 hommes sans regard cernèrent les enfants déjà assis devant leur bol fumant. Silence. Peur. Une courte phrase imposa l'effroi. Suivez-nous. Tournoient les 3 silhouettes sombres. Derrière elles, des soldats allemands. Schnell, vite, schnell, vite, schnell, vite. Cliquetis d'armes. Enfants, adultes, pris au piège. À l'étage, une voix de femme à un habitant. Sauve-toi! Bruit de chute dans le jardin. Les soldats brusquent les enfants. Ils doivent monter prendre des vêtements, des affaires de toilette. Barouk passe devant la classe. Nous t'abandonnons, petite école. Coup de coude dans le dos, un soldat le pousse. Paola glisse son livre de contes entre 2 chandails. Jean-Claude cherche son jouet en pleurant. Esther l'aide à faire son baluchon. Les soldats fouillent les armoires, renversent les tiroirs, volent les cahiers, les carnets, les lettres, les enveloppes. Charles cache son manuel scolaire sous un pullover. Schnell, vite, schnell, schnell! Chambre mise à sac, courrier confisqué, secret, arraché. 44 enfants poussés, jetés, entassés dans 2 camions. Joseph et Henri Caïm tentent de se sauver. Les Allemands les arrêtent, les saisissent, les lancent sur le plateau. Ils tombent, se relèvent, se glissent parmi les autres. Nous sommes perdus, murmure Joseph à son voisin. Jean-Claude sanglote. Il veut descendre du camion. Le garde l'empoigne, le renvoie brutalement. Des bras se tendent, le rattrape, le berce. Sigmund refuse de monter, coup dans les jambes, dans le ventre. Sigmund capitule et grimpe. Des larmes coulent sur son visage. Schnell, vite, schnell, 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 schnell. 44 enfants et 7 adultes impuissants sous les ordres ennemis.
Dans le camion, Léa calme les enfants et propose un chant. Ils entament en chœur une chanson que l'institutrice leur a apprise. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Les grands narguent les Allemands. Crient, pleurent, chantent. Les deux camions démarrent. Les hommes sans regard sont montés dans la traction avant qui mène le convoi. À l'arrière, une automobile et des soldats armés. Où vont-ils? Où vont-ils? Où vont-ils? Où vont-ils? Maître Richard Zelmati. Tout le monde s'est accordé du côté des partis civils sur un seul nom tout de suite, et il n'en a pas voulu. Serge Klarsfeld devait commencer. Serge Klarsfeld, pour lequel moi j'ai une très grande estime, un grand respect, d'abord parce qu'il est l'homme de discrétion et que c'est un militant, a apporté ce procès. Il l'a porté, il l'a apporté, n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Il a bien sûr, du fait de sa connaissance exceptionnelle du dossier, porté des coups très rudes. Il savait tout sur tout le monde, tout sur les faits, et comme c'est un historien de formation en plus, rien ne lui a échappé. Mais au moment de la récompense, si je puis dire, lui, il est resté tel qu'il était, en disant « je ne revendique rien, et je ne veux pas plaider ». Il a fallu que on s'y mette à plusieurs, et notamment les plus anciens, pour lui dire « ce procès, c'est ton enfant ». Si ce procès est là, c'est grâce à ton obstination, il faut que tu ouvres le débat. Et là, il va parler des enfants d'Isieux d'une manière exceptionnelle en lisant. Voilà pour... il avait fait l'unanimité, c'était très émouvant. Mercredi 17 juin 1987, 25e audience. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés. Le procès de Klaus Barbie est un procès historique. Il est le premier en France intenté pour crime contre l'humanité, contre un accusé jugé en application de la loi du 26 décembre 1964, loi votée à l'unanimité par le Parlement et qui visait les crimes commis par les nazis et par leurs complices. Il s'agit du premier procès, il s'agira peut-être du seul, si nous n'obtenons pas le jugement des deux hauts responsables de la police et de l'administration de Vichy, contre lesquels nous avons également fait intenter des procédures pour crimes contre l'humanité. Je veux parler de Jean Leguet et de Maurice Papon. Aussi n'est-il pas nécessaire de souligner auprès de vous, qui avez assisté jusqu'ici aux 24 audiences parfois pathétiques de ce procès, l'importance qui lui est accordée en France et dans le monde. Le procès de Klaus Barbie est l'ultime épisode de cette immense affaire criminelle qui résulte des opérations entreprises il y aura bientôt 45 ans par la Gestapo de Lyon dirigée par Klaus Barbie. Se sont succédées notamment les phases suivantes. La chasse impitoyable aux familles juives pour les expédier vers les camps d'extermination, ainsi que la cruelle répression menée contre les résistants par la torture, la déportation et les exécutions collectives. L'utilisation de Barbie par les services spéciaux américains dans leur zone d'occupation en Allemagne. La protection qu'ils lui ont accordée face aux multiples demandes du gouvernement français pour que Barbie soit livré à la justice française. La fuite que ces services spéciaux lui ont ménagée vers l'Amérique du Sud, le procès contradictoire de quelques responsables de la Gestapo de Lyon et les condamnations à mort par contumace de Barbie en 1952 et en 1954, le non-lieu décidé en 1971 par le parquet de Munich en faveur du criminel fantôme qu'était devenu Barbie et son annulation quelques mois plus tard en raison de la production de nouveaux témoignages, la découverte de Barbie à la fin de cette même année 1971, le choc de son visage et de ses mensonges « Je ne suis pas Barbie » sur nos écrans de télévision, le refus de son extradition par les dictatures boliviennes, l'impunité triomphante de Barbie pendant 10 années, le coup de tonnerre de son retour forcé en France sur les lieux de ses crimes, en dépit du temps passé et de l'espace qu'il avait mis entre lui et la France, enfin,
sa défense provocatrice qui s'était proposé de transformer l'ancien chef de la Gestapo de Lyon d'accusé en accusateur. Juridiquement, ce procès aurait pu ne pas avoir lieu. La prescription de la peine a joué en faveur de Barbie 20 ans après ses 2 condamnations par contumace, ainsi que l'autorité de la chose jugée. Barbie n'est donc jugé que sur une partie de ses crimes, ni ceux perpétrés dans la région de Saint-Claude, ni par exemple les exécutions sommaires, massives et atroces qu'il a dirigées à Bron et à Saint-Genis-Laval ne sont à charge contre lui. Si les juges militaires de Barbie avaient été parfaits en 1954, aucune affaire ne serait restée inconnue, aucune affaire n'aurait été oubliée, tout aurait été jugé, tout aurait été prescrit. Par ailleurs, si la Gestapo avait été une organisation criminelle absolument sans faille, même dans la débâcle, il n'y aurait eu aucun rescapé des prisons et des camps. Aucun de ces témoins qui ont déposé ici avec tant de dignité n'aurait été laissé en vie. Aucun document n'aurait été épargné du feu, tel le Telex d'Isieux que j'ai pu retrouver, et dans ce cas également, faute de témoins directs et faute de preuves documentaires, Barbie n'aurait pu être jugé. Le fait d'avoir mis fin dans les règles à l'interminable cavale de Barbie, le fait de pouvoir le juger légalement, même sur une partie seulement de ses crimes, sont 2 chances permettant de mener jusqu'à son terme une action de justice à laquelle, bien entendu, est liée une action de mémoire. C'est aussi se souvenir, mais en acte, que d'empêcher le bourreau des enfants d'Isieux de connaître une paisible vieillesse égayée par le récit complaisant de ses exploits hitlériens, qu'en jeune lieutenant SS, il régnait sur Lyon par la violence policière, avec plus de pouvoir de vie et de mort entre ses mains qu'un général de la Wehrmacht. Pendant les 21 mois qu'il a passé à Lyon, Barbie, chef de la section 4 de la SIPO-SD, c'est-à-dire chef de la Gestapo, est devenu et restera le boucher de Lyon. Comme nous l'avons entendu ici à de multiples reprises, ce cadre moyen de la terreur nazie ne s'est pas limité à défendre la sécurité des troupes d'occupation, mais il s'est déchaîné contre ses victimes par le sadisme des tortures physiques ou morales qu'il leur infligeait, ainsi que par son fanatisme qui l'amenait à prendre l'initiative et la responsabilité personnelle et totale d'opérations homicides d'envergure, telles les rafles d'Isieux et de la rue Sainte-Catherine, telle cette ultime déportation du 11 août 1944, et quelques jours plus tard, le massacre de ceux qu'il ne pouvait plus déporter vers Auschwitz ou vers Dachau, et qu'il a préféré assassiner plutôt que d'accepter la perspective de leur libération imminente par les Alliés. Tout au long de ses agissements criminels, Barbie a-t-il gardé son libre arbitre et une claire conscience du bien et du mal? Je crois sincèrement que oui. Il a reçu une solide instruction au sein d'une famille honorable. Dans son dossier racial, il se déclare en 1940 croyant en Dieu. Mais il a choisi de devenir SS et de faire carrière au SD. Lui qui, paraît-il, est redevenu dans le texte un lecteur d'Homère, sait qu'il a eu le choix comme Héraclès entre le chemin du vice et celui de la vertu. Il a fait son choix. Et plus tard, à la tête de la Gestapo de Lyon, il est allé volontairement dans la cruauté et dans l'horreur, au-delà de ce que son guide, le Führer, ou de ce que ses supérieurs, Knochen, Auberg, Lischka, Hagen ou Knab, réclamaient directement de lui. Quand Barbie liquide le foyer d'enfants juifs d'Isieux, ni les SS de Berlin, ni ceux de Paris ne le lui ont demandé. En cette année 1944, seul Aloïs Brunner suivra l'exemple de Barbie et liquidera le 20 juillet les homes d'enfants juifs de la région parisienne. C'est pourquoi, à Damas comme à La Paz, nous sommes allés faire campagne pour nous opposer à l'impunité de Brunner et de Barbie. Nous avons agi ainsi pour la mémoire de ces enfants d'Isieux, dont Barbie, en connaissance de cause, a tranché la vie un jour de printemps 1944 par cette rafle qui devait les conduire sur la rampe de Birkenau-Auschwitz, où j'aurais dû moi-même arriver à l'âge de 8 ans en 1943 avec mon père, si le fragile double fond d'un placard ne m'avait sauvé des recherches de Brunner et de ses gestapistes. Non, Jacques Vergès, ce n'était pas une perquisition, c'était une rafle. Et j'entendais de l'autre côté du mur les SS battre les fillettes de nos voisins, comme Barbie a frappé Simone Kadosh pour leur faire avouer l'adresse de leur frère aîné. Cela se passait à Nice en septembre 1943, et il s'agissait des Allemands seuls à Nice comme à Isieux. Depuis septembre 1942, la police de Vichy
coopérait en effet de moins en moins à la chasse aux Juifs qu'elle avait menée de façon massive pendant l'été 1942, sur initiative et sous pression du chef supérieur des SS et de la police allemande en France, Auberg, et avec le feu vert du chef du gouvernement Laval et du chef de l'État Pétain. Non seulement elle l'avait menée en zone occupée, tout le monde se souvient de la rafle du Vélodrome d'hiver, mais elle l'avait menée aussi jusque dans la zone libre, d'où elle avait livré 10 000 Juifs apatrides ou étrangers, transférés en zone occupée au camp de transit de Drancy pour être déportés à l'Est. Parmi eux, les parents de la plupart des enfants d'Isieux. Mais cette coopération massive s'était brusquement interrompue à la suite de la grande rafle de la zone libre, le 26 août 1942, qui avait soulevé l'indignation de la population française en accord avec ses guides spirituels, le haut clergé catholique et protestant, dont les interventions publiques et solennelles ont consterné Vichy. Préoccupé par cette résistance inattendue de l'opinion publique, Laval en a fait part à Auberg et à Knochen et a obtenu qu'on ne lui impose plus désormais de contingent de Juifs à livrer. C'est ainsi que la Gestapo, qui venait de diriger vers Auschwitz 3 trains de 1000 Juifs chaque semaine pendant 11 semaines, a dû renoncer à son programme de déportation d'un train quotidien de 1000 Juifs prévu du 15 septembre au 31 octobre 1942. 45 jours, 45 trains. Le sursaut de conscience du peuple français venait de sauver la vie à 45 000 Juifs. Cette compassion de l'ensemble des Français, mise à part une petite minorité de dénonciateurs ou de miliciens ou de séides de la Gestapo, explique avant tout autre facteur le bilan exceptionnel de la solution finale en France par rapport à la quasi-totalité des pays d'Europe occupés, excepté le Danemark. 80 000 Juifs avaient péri, 240 000 survivaient. Les Juifs de France garderont toujours en mémoire que si le régime de Vichy aboutit à une faillite morale et s'est déshonoré en contribuant à la perte d'un quart de la population juive de ce pays, les 3 quarts restants doivent essentiellement leur survie à la sympathie des Français ainsi qu'à leur solidarité agissante à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains de la Gestapo étaient vouées à la mort. En avril 1944, à 4 ou 5 mois de la libération, la Gestapo de province était la seule à rabattre encore de nombreuses victimes vers Drancy pour alimenter les trains de la mort. Le rendement de ces rabatteurs variait selon les KDS. Celui de Lyon, où Barbie avait autorité sur sa sous-section anti-juive et qu'il n'a cessé de soutenir, s'est révélé alors le plus efficace de tous et il n'a pas hésité à s'attaquer le premier à un foyer d'enfants juifs. Pendant la guerre, j'ai été moi aussi dans les maisons d'enfants de Lauzet, un de ces enfants semblables à ceux d'Isieux. Depuis 1971, je n'ai cessé de vivre avec ces enfants sauvés par le dévouement de Madame Zlatin et perdus par la haine anti-juive et le zèle de Barbie, puisque leur arrestation signifiait sans nul doute pour les gestapistes leur déportation via Drancy et leur assassinat à l'Est. Avant que mon ami Charles Liebman ne traite le dossier de la responsabilité de Barbie dans l'affaire d'Isieux, je voudrais évoquer la mémoire de chacun de ces enfants, dont je me suis attaché, après les avoir inscrits dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, à reconstituer l'état civil et le douloureux itinéraire personnel, afin que le bourreau ou les falsificateurs de l'histoire ne puissent prétendre, comme cela a été ridiculement le cas pour le Telex d'Isieux, que ces enfants n'étaient pas authentiques ou que ces victimes n'étaient pas authentiques. Samy Adelsheimer n'avait que 5 ans. Il était né à Mannheim. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Samy n'est pas revenu. Max Leiner était né lui aussi à Mannheim. Il avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942, transférés par Vichy de la zone libre à Drancy en zone occupée. Il est resté seul, il avait 12 ans, il a été déporté sous la fausse identité d'Octave Vermet. Otto n'est pas revenu. Egon Gamiel avait 8 ans. Ses parents, Ernst et Gertrude, internés au camp d'Émile, livrés eux aussi au SS par Vichy, ont été déportés le 17 août 1942 et Egon n'est pas revenu. Arnold Hirsch était le cousin d'Egon Gamiel. Il venait d'avoir 17 ans et il était le plus âgé des 44 enfants. Ses parents, Max et Ida, ont connu le même camp, le même convoi et le même destin que ceux de son cousin.
Arnold, lui, n'a pas été gazé à Auschwitz. Déporté par le convoi du 15 mai 1944 avec M. Zlatin, il a été fusillé en Estonie dans la forteresse de Reval. Arnold n'est pas revenu. Theo Reiss avait 16 ans. Interné au camp de Gurs avec sa mère et sa grand-mère, il les a perdus quand elles furent livrées à la Gestapo par Vichy et déportées le 14 août 1942. Le souvenir de cet adolescent rieur a été évoqué ici même par son ami Paul Niedermann. Théo n'est pas revenu, lui aussi a été exécuté sommairement à la forteresse de Reval. François Lauban était en réalité Fritz Lobmann. Il était né à Mannheim, il avait 15 ans. Sa mère, Mathilde, avait été livrée au SS par Vichy et déportée le 17 août 1942. François, Fritz, n'est pas revenu. Avec Arnold, avec Théo, il faisait partie des 3 adolescents que Barbie, dans les contes abjects de son Telex, a pris pour des adultes. 41 enfants de 3 à 13 ans et 10 Köpfe, 10 têtes, comme s'il s'agissait de bétail. En réalité, 44 enfants et 7 adultes. Hans Ament était né à Vienne. Il avait 10 ans. À Isieux, on l'appelait Jeannot. Son père a été déporté le 4 mars 1943. Sa mère se mourait de tuberculose non loin d'Isieux. Il lui écrivait. Quand il y avait beaucoup de neige ici, on allait faire de la luge sur des pentes. On s'amusait très bien. Écris à Freddy de ne pas m'écrire en allemand. À la colonie, il y a un beau chien qu'on appelle Tommy. L'école est dans la maison. Il y a une maîtresse exprès pour faire l'école. Elle nous apprend bien. Jeannot n'est pas revenu. Les parents de Georg Alpern n'ont survécu que pour pleurer chaque jour la perte de leur unique enfant. Ils n'ont pas eu la force de venir ici évoquer la mémoire de ce garçon de 8 ans, né à Vienne, qui leur a écrit 10 yeux tant de lettres touchantes. Chère maman, j'ai bien reçu ta carte qui m'a fait un grand plaisir. Je me porte bien, je m'amuse bien. À Noël, on a fait des fêtes. On a joué des pièces et on a bien mangé. On a mangé du pain d'épices, du chocolat, de la pâte de coin, un sac de bonbons. On a bu du ovomaltine et on a donné des jouets. Moi, j'ai reçu une boîte de peinture et un cahier de dessin. Es-tu en bonne santé? La petite carte de bonne année était très belle. J'ai déjà répondu à papa. Il tombe pas encore de la neige. Je mange bien, je dors bien, je suis bien. On fait des promenades le jeudi et le dimanche. On se lève à 7 heures. Le matin, on boit du café. Une tartine avec de la confiture. À midi, des fois du potage, un légume, du dessert. À goûter, du pain avec du chocolat, du lait. Le soir, une soupe, un légume, du fromage blanc. Je t'envoie 10 millions de baisers, ton fils qui t'aime beaucoup. Il y a des grandes montagnes et le village est très joli. Il y a beaucoup de fermes. On va des fois se promener à Brégnier-Cordon. La maison est très belle, on va chercher des murs noirs, blanches et rouges. Je t'embrasse de tout mon cœur, Georgi. Georgi n'est pas revenu. Renate et Liane Krochmal étaient nées également à Vienne. Elles avaient 8 et 6 ans. Livrées aux nazis par Vichy, leurs parents, Jacob et Amalie, ont été déportés le 16 septembre 1942. Quant à leur frère Siegfried, c'est au camp de Rivesaltes qu'il est mort à l'âge de 11 ans. Renate et Liane ne sont pas revenues. Martha et Senta Spiegel avaient 10 et 9 ans. Elles étaient nées à Vienne. Leur mère, Rachel, et leur père, Aaron, ont été eux aussi livrés au SS par Vichy et déportés le 25 septembre 1942. Ni Martha ni Senta ne sont revenus. Sigmund Springer était né lui aussi à Vienne. Il avait 8 ans. Ses parents, Mendel et Sarah, ont fait eux aussi le sinistre voyage organisé par Vichy de la zone libre vers Drancy et ils ont été déportés le 11 septembre 1942. Sigmund n'est pas revenu. À peine arrivée à Isieux, Nina Aronovitch écrivait à sa tante « Je suis très contente d'être ici. Il y a de belles montagnes et du haut des montagnes, on voit le Rhône qui passe et c'est très beau. Hier, nous sommes allés nous baigner au Rhône avec mademoiselle Marcel, c'est une éducatrice. Dimanche, nous avons fait une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de Paulette et de 2 autres petits et on a joué beaucoup de pièces et c'était bien beau. Et le 25 juillet, on fera une autre fête à l'honneur de la colonie. » Nina avait 11 ans. Elle était née à Bruxelles. Sa mère, Miekla, a été déportée en 1942, le 11 septembre, en été. Son père, Leib, en 1943, le 7 décembre, en automne. Et elle, en 1944, le 13 avril, au printemps. Nina n'est pas revenue. Albert Boulka, le cadet, était né à Anvers. Mayer Marcel Boulka, l'aîné, était né en Pologne. Le matin de la rafle, il revenait du collège de Belley. Le directeur de ce collège a écrit en 1946 « Je vous revois, Marcel Boulka, garçon laborieux et fier, à la fois volontaire, délicat et discret.
orphelin prématurément mûri par le malheur, si admirablement conscient de ses devoirs d'aîné devenu chef de famille à 13 ans. Je revois votre petit frère Coco, blond bambin de 4 ans, échappé du camp d'Agde sous le manteau de Madame Zlatin, et dont les yeux s'illuminaient de confiance filiale quand vous le teniez par la main. Leur mère, Reusel, avait été déportée le 11 septembre 42 et leur père, Mosiek, le 4 mars 1943. Ni Marcel ni Coco ne sont revenus. Ici même, vous avez vu le père de Lucienne Friedler évoquer la perte à Isieux de son épouse Mina et de sa fillette de 5 ans. Isidore Friedler est revenu d'Auschwitz. Ni Mina ni Lucienne ne sont revenus, il ne lui reste même pas une photo de sa fille. Quant à Max Mermelstein, son état de santé critique n'a pu lui permettre de venir d'Australie pour vous parler de ses enfants, Paula 10 ans et Marcel 7 ans, tous deux nés à Anvers, et de sa femme Frida, qui fut arrêtée à Pau à la suite de la rafle d'Isieux et déportée en même temps que ses enfants le 20 mai 1944. Ni Paula, ni Marcel, ni leur mère ne sont revenus. Max et Hermann Tettelbaum étaient nés également à Anvers. Ils avaient 12 et 10 ans. Leur arrestation à Isieux a entraîné celle de leur mère, Sefa, de leur sœur Gabrielle et de leur frère Maurice, capturés quelques jours plus tard à Chambéry. Dans cette famille de 6 personnes, seul le père a survécu pour son malheur. Léa Feldblum, seule survivante de la rafle, et qui a tant souffert qu'elle ne peut exprimer avec cohérence tout ce qu'elle a vu et subi, Léa Feldblum, cette femme admirable, qui a choisi d'être immédiatement déportée pour ne pas quitter les enfants dont elle avait la charge, tenait d'une main Coco Bulka et de l'autre Émile Zuckerberg à la descente du train à Birkenau. Émile n'avait que 5 ans. Il était né à Anvers. Ses parents, Zygmunt et Sterla, avaient été livrés à la Gestapo par Vichy et déportés le 14 septembre 1942. C'était à ce petit, traumatisé par cette brutale séparation, qu'il fallait raconter des histoires pendant des heures pour qu'il finisse par s'endormir et qui disait « Quand je serai grand, je tuerai tous les Boches ». Émile n'est pas devenu grand, il n'est pas revenu d'Auschwitz. Esther, Elie et Jacob Benassayag étaient nés à Oran. Ils avaient 12, 10 et 8 ans. Leur père avait été arrêté dans la grande rafle de Marseille et déporté le 23 mars 1943. Esther, Élie et Jacob ne sont pas revenus, mais leur mère croit toujours les revoir dans les visages de ceux qui avaient l'âge de ses enfants et qui ont eu la chance de devenir des adultes. Fortuné Benguigui, leur mère, est venue vous parler de ses 3 enfants, Jacques, Richard et Jean-Claude, nés tous les 3 aussi à Oran. Ils avaient 12, 7 et 5 ans. Jacques, c'est celui qui, pour la fête des mères, a partagé ses colis avec ses camarades qui n'avaient plus de parents. Fortuné, l'infortuné, est revenu d'Auschwitz, mais Jacques, Richard et Jean-Claude ne sont pas revenus. Barouk Raoul Bentitou riait et chantait tout le temps. Il avait 12 ans et lui aussi était né dans l'Oranais à Palikao. Son père et 2 de ses frères avaient déjà été déportés le 23 mars 1943. Barouk les a suivis et lui non plus n'est pas revenu. Max et Jean-Paul Balsam étaient nés à Paris. Ils avaient 12 et 10 ans. Leur père avait été déporté par le premier convoi de Juifs de France le 27 mars 1942. Arrêtés avec leur grand-mère à Paris en février 1943, ils avaient été libérés de Drancy grâce à l'UGIF qui les avait fait passer en zone sud alors que leur grand-mère était déportée. À Isieux, Max et Jean-Paul ont connu un bref répit. Ils ne sont pas revenus d'Auschwitz. Chaim, Henri et Joseph Goldberg avaient 13 et 12 ans. Ils étaient nés à Paris. Joseph envoyait des dessins à sa mère et lui écrivait « Tu me dis que je suis un grand artiste pour les dessins, mais je ne suis pas encore peintre. Plus tard, ça dépend. Dès qu'on a reçu ta lettre, on l'a lue. On l'a apportée à la patronne. La patronne l'a lue et après, elle nous a fait une petite leçon de morale que j'aimais bien écouter. Elle nous a dit qu'il fallait bien apprendre, sinon, si tu nous revoyais après la guerre, on serait des ânes. Alors je vais bien apprendre pour te faire plaisir, pour faire plaisir à la patronne, à la directrice et à la maîtresse et à moi aussi. Comme ça, pour qu'après la guerre, tu nous vois tous les deux intelligents et que tu ne nous vois pas comme des ânes. » Quant à Henri, le directeur du collège de Belley, a dit de lui « Je vous revois Henri Goldberg, petit Parisien épris de la vie des champs, devenu cultivateur passionné mais demeuré spontané, frondeur et gavroche à souhait et si gentiment serviable. Ni Henri ni Joseph ne sont revenus. » Vous avez vu et entendu Alexandre Alonbrenner et sa mère Ita Rosa. Les 2 fillettes, Mina et Claudine, 8 ans et 5 ans, ont été capturées par la Gestapo de Barbie, quelques mois après que cette dernière se fut emparée du père Jacob et du fils aîné Léon, 14 ans, l'un fusillé, l'autre déporté à Auschwitz, d'où il n'est pas revenu non plus que Mina et Claudine.
Isidore Kargeman était né à Paris. Il avait 10 ans. Son père, le 5 juin 1942, l'avait précédé dans un convoi pour Auschwitz, d'où Isidore n'est pas revenu. Claude Levent Reifmann était le neveu du docteur Reifmann qui a échappé à la rafle et qui a déposé à cette barre. Il avait 10 ans, il était né à Paris, il a été déporté avec sa mère et ses grands-parents, aucun d'entre eux n'est revenu. Alice Jacqueline Lusgart avait 10 ans, elle était née à Paris. 5 jours avant la rafle, elle écrivait à sa sœur. J'ai bien reçu ta lettre datée du 28 mars qui m'a fait grand plaisir. As-tu reçu ma lettre dans laquelle je te demande plusieurs bâtons de sucre d'orge et quelques boîtes de cachou? J'espère que tu l'as reçu et fais tout ton possible pour m'avoir ce que je te demande aussi, les papiers à lettres, les enveloppes et les 10 timbres. Tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour du 1er avril et c'est aussi le jour du poisson d'avril où l'on accroche des poissons dans le dos. Ce matin, on m'en a accroché 2 à la fois, mais je m'en suis aperçu. J'ai choisi comptable, mais tu sais, ma compagne de classe a choisi un plus joli métier que moi. Elle veut, étant plus grande, devenir interne à la maternité comme élève sage-femme. Elle aime beaucoup, elle m'a dit, opérer les mamans pour faire venir les petits-enfants au monde parce qu'elle aime les petits bébés. Tu ne trouves pas que ce métier est joli? Peut-être que moi, je changerai d'avis et je ferai comme elle. Alice n'est pas revenue. Gilles Sadowski avait 8 ans. Il était né à Paris. Sa mère, Rouchla, avait été déportée le 27 juillet 1942. Son père, Simha, n'a pas échappé non plus à la déportation. Gilles n'est pas revenu. Charles Weltner avait 9 ans. Il était né à Paris. Sa mère, Marguerite, était hongroise. À son retour de déportation, elle n'a pas retrouvé son fils et elle n'a jamais renoncé à l'espoir qu'il était encore vivant. Sarah Schulklapper était née à Paris. À Isieux, on l'appelait Suzanne plutôt que Sarah. Ses parents, Taouba et Ouna, avaient été déportés le 18 juillet 1943. Elle a fêté ses 11 ans le 5 février 1944 et ce jour-là, ses petites amies d'Isieux lui avaient écrit, toutes avec le même souhait qui les concernait autant que Suzanne. Mina Aronovitch, je te souhaite un bon et heureux anniversaire, que l'année prochaine tu le souhaites avec tes parents. Nos cadeaux sont bien petits mais nos vœux sont bien grands. Senta Spiegel, je te souhaite un bon anniversaire et que tu retrouves tes parents. Esther Benassayag, je t'écris ce petit mot pour te faire plaisir en l'honneur de ton anniversaire, que tu retrouves tes parents et que la guerre finisse. Alice Lusgart, c'est aujourd'hui que nous te souhaitons ton 11e anniversaire. J'espère que l'an prochain ainsi que les autres se passeront chez tes parents et aussi que bientôt tu retournes chez eux. Je termine en t'embrassant de toutes mes forces, ton ami qui ne t'oubliera jamais. Liliane Gerenstein, c'est aujourd'hui ce jour qui n'est malheureusement pas comme les autres anniversaires. Je termine ce petit mot en te souhaitant qu'à ton prochain, tu retrouves tes parents. De même que ses petites camarades, Sarah n'a rejoint ses parents que dans la fumée des crématoires d'Auschwitz. Maurice Gerenstein était né à Paris. Il avait 13 ans. Il allait au collège de Belley et son directeur a déclaré « Je vous revois Maurice Gerenstein, virtuose de 13 ans, sensible et secret, dont le talent de pianiste et de compositeur émerveillait vos professeurs et vos camarades et dont les improvisations tristes et nuancées contenaient des promesses certaines de génie. Maurice n'est pas revenu, pas plus que sa sœur Liliane, née à Nice et qui avait 10 ans. Leurs parents, Chendla et Schapse, avaient été déportés le 20 novembre 1943. C'est Liliane, 10 ans, qui a écrit à Dieu cette lettre déchirante retrouvée à Isieux. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil, et s'il fallait compter le nombre de bontés et de gentillesses que vous nous avez faites, il ne finirait jamais. Dieu, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les bons et punissez les méchants. Dieu, après cela, je pourrais dire que je ne vous oublierai jamais. Je penserai toujours à vous, même au dernier moment de ma vie. Vous pouvez être sûr et certain. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas dire tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire, Dieu. C'est grâce à vous que j'ai eu une belle vie avant, que j'ai été gâté, que j'ai eu de belles choses que les autres n'ont pas. Dieu, après cela, je ne vous demande qu'une seule chose. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Protégez-les encore plus que moi-même, que je les revoie le plus tôt possible. Faites-les revenir encore une fois. Ah, je pouvais dire que j'avais une si bonne maman et un si bon papa. J'ai tellement confiance en vous que je vous dis un merci à l'avance. Liliane Gerenstein, son frère Maurice, les 42 autres enfants d'Isieux ont été déportés et assassinés. Les bons n'ont pas toujours été récompensés, les méchants n'ont pas toujours été punis. Dès 1946, il a appartenu à M. Lavoile, qui n'était pas juriste, mais ce directeur du collège de Belley que nous avons cité.
de tirer avec une rare lucidité la signification de cette rafle et de définir des caractères spécifiques du crime contre l'humanité. Ce drame d'Isieux fut un des plus poignants de l'oppression, un des forfaits les plus odieux du régime qui pendant 5 ans asservit et tortura l'Europe. Non pas une de ces atrocités commises dans le déchaînement de la folie guerrière ou le délire du combat, mais un acte de haine et de violence froide, réfléchi, méthodique, érigé en doctrine d'ordre et de gouvernement. C'est le moment, je crois, de rendre hommage à celles qui ont le plus milité, d'une part pour que justice soit faite et que le responsable de l'anéantissement de leurs enfants ne reste pas impuni, d'autre part pour que se perpétue le souvenir de leurs enfants. Je veux parler de Madame Allon-Brenner et de Madame Benguigui. Vous les avez vues et vous les avez entendues. Elles ont toutes deux 83 ans. Elles sont fatiguées, très fatiguées. Elles ont 10 ans de plus que le bourreau de leurs enfants, 3 enfants pour chaque mère. Elles et d'autres parents d'enfants d'Isieux se tourmentent sans cesse depuis ce matin d'avril 1944 où leurs enfants ont disparu. Jamais Barbie n'a souffert et ne souffrira ce que ces mères d'Isieux continueront à endurer jusqu'au dernier souffle. Pourtant, ces mères d'Isieux ont élevé leur héroïsme au niveau de la tragédie de leurs enfants. Quand il y a 16 ans, une Allemande s'est présentée à elles et leur a proposé d'agir dangereusement en sa compagnie pour faire obstacle à l'impunité de Barbie, elles ont répondu présent. Et à l'époque, elles ont été les seules à le faire en dépit de leur âge et de leur santé. Animées par leur volonté de justice, ces mères se sont exprimées non par de simples paroles, mais par des actes ô combien difficiles. Faire la grève de la faim sur les marches du palais de justice de Munich, militer et s'enchaîner à la Paz à 4000 mètres d'altitude devant le bureau de Barbie. Elles ont osé ce que tant d'autres n'ont même pas eu la velléité d'entreprendre. Ainsi ont-elles fait écho à la déclaration des 3 grands du 30 octobre 1943, affirmant que les puissants alliés poursuivront les criminels de guerre dans les régions les plus éloignées de la terre et les remettront aux accusateurs pour que justice soit faite. Par leurs vaillantes actions, elles ont tendu leurs mains à travers le temps à leurs enfants, et elles ont aidé à les ramener à la lumière de la mémoire, à ce qu'ils deviennent avec tous les autres enfants d'Isieux un symbole de l'enfance juive martyrisée en France. En un temps maudit où pour la Gestapo, le fait d'être un enfant juif vous condamnait plus sûrement à la mort que toute action de résistance. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, depuis le 6 avril 1944, ces mères attendent que Barbie, qui s'est emparée de leurs enfants cachés au bout du monde dans un petit village de France, que Barbie, ramené du bout du monde, de la cordillère des Andes, où il avait tenté d'échapper pour toujours aux conséquences de ses actes, que Barbie, qui n'a rien renié de ses convictions nazies et qui n'a exprimé aucun remords, aucun regret, que Barbie, conformément aux réquisitions que vous entendrez de Monsieur le procureur général, soit condamnée à la peine qu'entraîne la gravité de ses crimes. Maître Klarsfeld, nous vous remercions. Maître Richard Zelmati. Une plaidoirie technique difficile à réaliser par le bâtonnier Bigot du Grand Rue, parce que devant une cour d'assises, vous savez, le droit n'intéresse pas grand monde. Et il a su, si vous voulez, sur des problèmes de droit très délicats, restaurer ça d'une manière remarquable, avec, comme l'aurait fait un avocat civiliste, si vous voulez, et il a rendu compréhensible pour tous et admissible à tous les thèses juridiques qui étaient contestées par Barbie et par ses conseils. Et c'était un grand moment parce qu'il l'a fait avec beaucoup de panache. Et ça n'était pas chose facile, parce qu'on sait tous que faire du droit et développer des arguments strictement juridiques à des jurés qui ne sont pas prêts à cela, c'est très difficile, et lui a rempli sa mission à merveille, et elle était utile. Jeudi 18 juin 1987, 26e audience. Monsieur le bâtonnier, nous vous écoutons, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, je me présente à cette barre comme avocat de la Fédération nationale des déportés, internés et résistants patriotes, aux côtés de mes confrères Joey Nordman et Ugo Lianucci. C'est dans le courant de l'année 1985, après l'arrêt de la Chambre d'accusation de Lyon,
que mon confrère et déjà ancien ami, Joy Norman, m'a demandé de venir à ses côtés pour soutenir, devant la Cour de cassation et bien entendu derrière notre avocat à la Cour de cassation, le pourvoi qui était formé au nom de la FNDIRP. J'ai accepté. J'ai accepté, non pas pour jouer un rôle, mais pour accomplir une mission. Et ce qui m'apparaissait être un devoir. Je ne crois pas qu'il soit d'habitude, ni même bienséant, que les avocats fassent allusion aux raisons personnelles qui les amènent à choisir un dossier et à accepter une défense. Mais peut-être m'inspirant de l'exemple qui m'a été donné hier par mon ami Klarsfeld, permettez-moi tout de même de faire quelques réflexions personnelles. Au contraire de notre confrère Collard qui vous disait hier qu'il était jeune et qu'il n'avait pas connu tous ces faits, je les ai connus. J'étais déjà adulte à la veille de la guerre et j'ai vécu toute cette période. J'ai vécu toute cette période et j'ai ressenti particulièrement la violence juridique que le régime nazi imposait à la France. Violence juridique lorsque le 16 août 1941, je défendais devant la section spéciale les premières personnes qui comparaissaient devant elle et que j'ai vu un malheureux jeune communiste condamné en première instance à 3 mois de prison, condamné contre toutes les règles de droit aux travaux forcés à perpétuité et exécuté comme otage par les Allemands quelques jours après. J'ai connu aussi la violence tout court dans ma famille la plus proche. Mon père, 2 frères déportés. Mon père et un de mes frères morts en déportation. Même auprès de ma femme, son père mort en déportation. Sa mère, toujours vivante, 86 ans. Camarade de déportation de Madame Lefsèvre, ici présente, de Geneviève de Gaulle, de Marie-Claude Vaillant-Couturier. C'est vous dire que j'ai senti que je ne pouvais pas être absent de ce débat et que je voulais, non par esprit de vengeance, par esprit de rétorsion, venir dire ce que je pensais du nazisme, mais au contraire, dire en droit pourquoi le nazisme et pourquoi Klaus Barbie devait être condamné. Je dois peut-être aussi ajouter, et vous m'en excuserez, une dernière réflexion personnelle. J'ai eu l'insigne honneur d'avoir la chance de rejoindre les forces françaises libres tout à fait à la fin de la guerre, je le dis, et de participer au dernier combat libérant la France et allant jusqu'au cœur de l'Allemagne, jusqu'à Berchtesgaden même. Et j'étais ainsi un de ces combattants vainqueurs, comme est d'ailleurs mon confrère Jacques Vergès, qui combattait également dans les forces françaises libres. Mais ce que je n'ai jamais pu tolérer, c'est que, après cette guerre, après cette victoire, c'était la loi des vainqueurs, le droit des vainqueurs, la justice des vainqueurs. Ce n'est pas vrai, c'est pour ça que je suis ici, pour dire que la justice des vainqueurs, c'est la justice dans le droit. Et que parler de justice des vainqueurs qui ne serait pas la justice, c'est faire encore du nazisme. En voulez-vous la preuve? En voulez-vous la preuve? Vous vous souvenez, juste avant la guerre de 1939, après l'invasion de la rive gauche du Rhin, après l'Anschluss, après l'invasion de la Tchécoslovaquie, en rupture de droit par rapport à ce qui s'était passé à Munich. Je vous rappelle que cette invasion de la Tchécoslovaquie intervient au début de 1939. Et puis la menace sur la Pologne pèse. Et que dit Hitler le 22 août 1939, lorsqu'il va annoncer l'invasion de la Pologne? Lorsqu'on déclenche ou poursuit une guerre, ce qui importe, ce n'est pas le droit, mais la victoire. Nous donnerons probablement samedi matin l'ordre de déclencher les hostilités. Eh bien, nous disons, je viens dire ici, que, au contraire, parce que les Alliés ont été vainqueurs, parce que la France a participé à cette victoire, elle a, par sa tradition, par la tradition de tout le monde libre, l'obligation
de respecter plus qu'aucune autre les règles de droit. Et c'est pour ça que j'ai proposé à mes confrères qui ont bien voulu l'accepter dans cette répartition de tâches que nous nous sommes efforcés de faire pour faciliter la compréhension de la Cour et de mesdames et messieurs les jurés, que j'ai demandé de plaider des questions de droit. Quels sont les crimes contre l'humanité dont Barbie est accusé? Je ne dis pas qu'il est coupable, c'est à vous de le déclarer. Et vous le ferez à l'aide des éléments que je vous donne, des éléments que les autres parties civiles vous donneront et ont commencé à vous donner, et de celles que vous apporteront le procureur général. Mais je dis quelle est la définition des crimes contre l'humanité. Je viens de vous lire ce qu'a dit la Cour de cassation. Et alors, ceci est tout à fait important. Quels sont les éléments constitutifs? Excusez-moi d'employer cette expression, mais c'est l'expression juridique consacrée et elle n'est pas suffisamment ésotérique pour ne pas être compris de tout le monde. Quels sont les éléments constitutifs qui fait que des faits précis constituent des crimes contre l'humanité? 3 éléments. Il doit s'agir des faits énumérés dans l'acte de Londres, c'est-à-dire dans l'article 6C que je viens de vous rappeler. Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation ou tous autres actes inhumains ou persécutions. Deuxièmement, et ceci est capital pour cette définition, vous savez, cette notion d'ensemble juridique précis, il faut, et tous les auteurs, mais toutes les décisions le disent bien, et ça découle du statut de Nuremberg, qu'ils aient été commis au nom d'une hégémonie idéologique, c'est-à-dire que ce soit une politique d'État, que ce soit un État qui ait prescrit un certain nombre d'actes. Le criminel, ce n'est plus seulement celui qui effectivement y met la main directement, si je puis dire, mais également l'État tout entier qui, au nom d'une politique idéologique, veut créer une certaine extermination. Et troisièmement, et tous les mots, toutes les conditions ont leur importance. Et si une des conditions n'est pas respectée, n'est pas remplie plus exactement, le crime contre l'humanité n'existe pas. Appartenir à une collectivité raciale ou religieuse persécutée par cette politique d'hégémonie ou entrer dans la catégorie des adversaires de cette politique. Voilà les 3 cas, voilà les 3 conditions. Quel est maintenant le droit positif français? Tous les crimes qui vous sont soumis sont définitivement jugés, je vous l'ai dit, par la Cour de cassation et les chambres d'accusation comme étant des crimes contre l'humanité. Et pourtant, il faut bien reconnaître, et je vais aller jusqu'au fond des choses, que ceci n'a pas encore été assimilé par tout le monde. Je me souviens où j'ai lu, puisque je n'ai pas pu malheureusement assister à toutes les audiences, des dépositions de M. Elie Wiesel et de M. Frossard. M. Elie Wiesel, pour lui, sur une question qui lui était posée, réduisait, si je puis dire, le crime contre l'humanité à la déportation des enfants. C'est ça qui le choquait et qui, pour lui, constituait, si je puis dire, la quintessence du crime contre l'humanité. M. Frossard, dont nous rendons hommage au courage et au talent et à la qualité d'esprit, lui, par un souci de rigueur, l'a limité aux Juifs. Mais dans une certaine mesure, si je puis dire, cette affirmation était tempérée par une précision qu'il a donnée et qui était extraordinaire de vérité parce qu'il les avait vues, les fiches. Que disait-il? Sur les fiches, il y avait des qualifications. Être juif, communiste ou terroriste, c'est-à-dire la qualification allemande des résistants, était la condamnation à mort. C'est-à-dire que vous avez très exactement la définition de Nuremberg de personnes qui sont poursuivies pour leurs activités, pour leur appartenance à une race ou pour leurs activités politiques ou pour leur opposition à la politique nazie. Mais j'ai noté également la déposition de Laurent Schwartz qui dit « Ce n'était pas une volonté d'anéantissement d'un peuple comme ce fut le cas pour les Juifs
et aussi pour les résistants qu'on a eu raison de considérer comme victimes de guerre, victimes de crimes contre l'humanité. Il parlait à ce moment-là sur une question qui lui était posée en ce qui concerne la guerre d'Algérie, et il faisait l'opposition, et en disant que pour lui, la définition des crimes contre l'humanité englobait aussi bien les persécutions contre les Juifs que les persécutions contre les résultats, contre les résistants. Alors voyez-vous, quand on est dans une nouvelle, je ne dis pas construction juridique, mais constatation juridique d'un fait existant, car le crime contre l'humanité a toujours existé, et c'est le mérite de notre génération, que d'instituer une définition et de poursuivre ceux qui ont été responsables pour essayer d'empêcher le retour, il y a deux fautes, à mon sens, deux fautes de raisonnement qu'il ne faut pas commettre, ni trop étendre, ni trop restreindre, ou plus exactement, ni trop restreindre, ni trop étendre, parce que c'est dans cet ordre que je vais vous faire mes observations. Trop restreindre. Rien ne permet de dire, dans l'acte de Nuremberg, et vous avez vu ce que je vous ai lu, que seul le génocide juif est un crime contre l'humanité. La définition est beaucoup plus générale. Il est certain que le génocide juif est la forme la plus caractérisée, la plus étendue, la plus atroce, la plus permanente, puisqu'elle a commencé avant même le début de la guerre. Et que s'il y a des niveaux dans l'atroce, la déportation des enfants et leur élimination systématique, et je suis heureux de plaider après mes confrères qui ont rappelé le drame d'Isieux d'hier, nous sommes au sommet de l'abomination et du crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gradations dans l'atroce que l'atroce n'existe pas. Et à moindre degré, la déportation des résistants, des opposants politiques qui étaient des résistants, ou les parents des résistants, ou les supposés tels, ou les simples contestataires, ou opposants, ou même ceux victimes d'une erreur à l'occasion d'une rafle, eh bien, parce qu'ils étaient présumés opposants à la politique nazie, ils avaient droit, comme les autres, à la déportation. Et je crois que nous avons eu un exemple qui, je pense, a été à l'origine de la position de la Cour de cassation. C'est le train du 11 août. On vous l'exposera dans quelques jours, vous connaissez bien entendu les faits. Et pour moi, il a été vraiment la démonstration de l'unité de la politique nazie contre les résistants, contre les opposants de quelque nature que ce soit, et l'assimilation à la politique raciale de tous les opposants. Voyons, le 11 août, on charge ce train en quantité à peu près égale de juifs et de résistants, ou supposés tels. Et ils vont prendre la même direction dans cette quête abominable à la veille de la fermeture et de la libération et de la fermeture des frontières, de rechercher à tout prix un passage vers l'Allemagne, sursaut désespéré de Klaus Barbie et de ses acolytes pour à tout prix déporter ces présumés coupables à leurs yeux. Eh bien, cette déportation, elle a eu la même forme pour les déportés que le résistant, ou présumés tels, que pour les Juifs. Et l'absence de distinction, je voudrais, là encore, vous faire une lecture, mais je crois que tous ceux qui ont pris connaissance des débats devant la Cour de cassation, et je comprends très bien que M. le juré n'ait pas eu l'occasion de le faire, mais M. Le Gunéec, qui a fait les rapports devant la Cour de cassation dans toutes les décisions qui ont été rendues dans l'affaire Barbie, déclarait ceci: « Retenons cependant, s'il existe une hiérarchie dans l'horreur ou dans la cruauté, que le crime contre l'humanité supplante le crime de guerre dans la mesure où il n'est pas seulement une violation de lois et coutumes de la guerre que les hommes auraient mises en place pour se donner bonne conscience et légitimer un recours à la force rendu absolument nécessaire, mais surtout une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, le droit à l'égalité sans distinction de race, de couleur ou de nationalité,
et le droit au respect des opinions politiques ou religieuses de chacun. C'est le crime qui n'a pas seulement pour objet de blesser ou de donner la mort, mais celui qui accompagne ces blessures ou cette mort d'une violation délibérée et gratuite de la dignité de celles ou de ceux qui en sont les victimes, parce que celles-ci appartiennent à un groupe humain qui n'est pas celui des bourreaux ou qui n'en accepte pas la domination. Et M. Dontainville, avocat général à la Cour de cassation, reprendra cette argumentation en la développant en ce qui concerne le train du 11 août. Est-il possible que le souvenir de leur nom même et de leur sort affreux soit tronqué, disjoint, à raison de critères juridiques discutables? Ne pouvait-on au moins leur offrir, au-delà de la mort, le droit d'être tous entendus par les vrais juges de leurs bourreaux, la cour d'assises de ne pas avant terme sur un point aussi sensible établir une partition? La chambre d'accusation a presque demandé à M. Gompel de venir d'outre-tombe préciser à quel titre il avait été torturé. Je sais, moi, que les 600 malheureux du convoi du 11 août 1944 ont entendu le même cri rauque un petit matin, l'appel sans bagage, et qu'il avait la même signification pour tous. Il y a eu ce jour-là unité de temps, de lieu, de méthode, de destination fatale en cette tragédie. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archives INA, lecture des enfants d'Isieux par Bulogier, mixage Marie-Dominique Bougaud et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau. De la presidencia del gobierno revolucionario de Cuba. À l'ombre des jeunes filles en pleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. C'est l'été sur France Culture. Au rendez-vous de l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, le vif échange de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? Non, on va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus. On n'a pas de détruire. Oh là là. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids de rondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits. France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le temps d'un été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05.
Le voyage aux Caraïbes à 16h30 et la nuit venue du Sahara en Ouzbékistan, de la Colombie à la Serbie ou l'Afghanistan, jusqu'aux mondes amérindiens, à l'écoute des tout premiers peuples d'Amérique du Nord, carnet de voyage à 22h30. Et puis alors, les tons, c'est l'intérieur d'un ventre, c'est tout à fait extraordinaire. Ocre rouge, ocre jaune, des brillances, des profondeurs, tout en contraste. Une immense arche. Des mondes, à chaque fois singuliers, sur France Culture.